Bienvenue, mesdames, messieurs. Encore quelques jours et le Bénin marquera d'une pierre blanche le 58e anniversaire de son autodépendance et 28 ans de vie démocratique comme option de régime adoptée depuis 1990. Moment donc de grande ferveur en vue, mais aussi de bilan du chemin parcouru. 100% Bénin, dans cette dynamique, voudrait consacrer son temps d'antenne du jour à l'état des lieux du quatrième pouvoir, la presse à l'ère du régime du nouveau départ. Si elle est apparue méprisée, fragilisée ou tout simplement en difficulté les premiers mois de la gouvernance du régime en place, peut-on en dire autant après 3 ans de gouvernance? Du dernier rapport peu élogieux pour le Bénin, signé Reporters sans frontières, qu'est-ce qui aura fondamentalement changé en bien au niveau de la profession? Ce sont entre autres, mesdames, messieurs, questions qui vont nous conduire au cœur de votre émission débat du jour. Thème au menu, 58e anniversaire d'accession du Bénin à la souveraineté internationale, la presse béninoise plus indépendante que jamais, sous l'ère talent. L'instant analyse tout de suite avec nos invités du jour. À ma gauche, Patrick Amand-Poyon, très au fait de l'actualité socio-politique sur le continent. Il est coach en politique de développement et gestion de crise. L'homme n'est plus à présenter. Patrick Amand-Poyon, bonjour. Bonjour. Très drapé à l'africaine et intéressant. Et beau à voir. Merci pour le choix. Et c'est l'Afrique qui gagne. En face de lui, Serge Prince Agboudan, juriste, acteur de la société civile. Il est le président de la CDDH, la coalition des défenseurs des droits humains du Bénin. Serge Prince Agboudan, bonjour. Bonjour, cher ami, bonjour, cher coach, bonjour téléspectateurs. Ils vous répondent à leur façon. C'est heureux, votre accoutrement du jour. Je crois que c'est les esprits qui communiquent. On ne s'est pas concerté avant, j'imagine. Ah. Oui. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Ok. 58e anniversaire d'indépendance, l'heure, chers invités, est au bilan. L'exercice, vous le savez, du jour, je veux dire, nous le ferons au niveau du quatrième pouvoir. Un quatrième pouvoir qui, hélas, depuis le 26 juillet, est sans un des siens. L'organe qui n'est non plus à présenter la nouvelle tribune. Une suspension qui est tombée comme un coup de massue, non seulement sur la profession, mais aussi sur les lecteurs, le peuple béninois, ce qu'il paraît. Patrick Amand-Poyon, vous avez suivi, vous avez attendu, mais le dénouement, c'est cette réalité. Peut-être jusqu'à la fin du mandat en cours, vous n'auriez plus la nouvelle tribune sous vos mains, comme c'est arrivé par le passé, pour d'autres quotidiens. Non, je crois que je suis de nature très optimiste, on me connaît pour ça. Je crois que après tout ce qui s'est passé, il faut toujours croire qu'il y aura des dirigeants dans ce pays qui comprendront que lorsque on fait taire les voix discordantes, on a un monologue et avec le monologue, on ne peut pas être intelligent. On ne peut pas être intelligent en écoutant un seul son de cloche. On ne peut même pas faire du développement en écoutant un seul son de cloche. Vous savez, nous avons fait des émissions ici. Les gens disent que nous débattons très bien, mais il a fallu les critiques des téléspectateurs pour que nous améliorons notre façon de débattre. Vous vous rappelez, nous avons fait des débats ici sur certains pays, comme la Côte d'Ivoire, comme le Togo, et on a été bien insultés. Mais ce sont dans ces insultes que nous avons tiré comment améliorer notre façon de faire des débats pour ne pas tomber dans les pièges qui ont amené ceux-là à nous insulter. Donc, tout le monde fait des erreurs et donc, s'il n'y a personne pour nous dire qu'il y a des erreurs, c'est vraiment difficile de pouvoir corriger ces erreurs et avancer. C'est dommage que la nouvelle tribune soit toujours dans ces péripéties après tout le scénario qui a été mis en place et que beaucoup n'étaient pas d'accord. Beaucoup pensaient qu'il fallait aller tout de suite à la justice pour se plaindre, mais ils ont mis leur scénario en place. C'est dommage que ça aboutisse encore, non seulement à la suspension du journal, mais à la suspension aussi du journal en ligne. C'est comme si on a encore aggravé la sanction. Mais bref, c'est pour dire que c'est dommage. C'est dommage qu'on arrive à des choses comme ça. Parce que, vous voyez, beaucoup de dirigeants africains sont mal conseillés. Ils ne savent pas qu'en attirant
les projecteurs de la communauté internationale sur des faits aussi négatifs, aussi irréprochables et tout ça. On ne fait que donner une image de sa propre gouvernance, une mauvaise image de sa propre gouvernance, alors que, bon, je ne sais pas quel mal Nouvelle Tribune va leur faire, à part leur apporter une autre sorte de cloche qui va les amener à Patrick Amand-Pouillon, j'ai l'impression que vous déplacez les pions. Je reviendrai vers vous. En entendant, j'ai l'impression que vous déplacez les pions. Pourquoi? Je vous poserai la question tout à l'heure. En attendant, on va recueillir l'avis de votre vis-à-vis, Serge Prince Aboudan. La presse, désormais, se sera sans la Nouvelle Tribune. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre, ainsi en a décidé les conseillers de la HAC. Si en ont décidé, oui, les conseillers de la HAC. Heureusement que vous avez dit pour l'instant. Oui. Pour l'instant, parce que c'est sûr que lorsque dans un État démocratique, on prend une décision pareille, il y a des voies de recours qui saisissent. Et il y a aujourd'hui dans le système judiciaire du Bénin ce qu'on appelle les référés administratifs qui permettent rapidement de surseoir à la décision, de faire un sursis à la décision. Donc je crois que ça va hâter les procédures. Mais ce qui est constant, ce qui est clair et ce qui rentre dans l'histoire politique du Bénin, parce que nous sommes dans un pays, nous sommes dans un État qui a une histoire. Il est constant, il sera écrit, il sera noté, il sera compté comme histoire que, à un moment donné, on a une RAC présidée par M. Adam Tessi Boni, c'est ça? C'est bien ça. Avec beaucoup d'autres acteurs professionnels qui sont du secteur, qui ont pris une décision de surseoir ou d'arrêter une presse. Ce serait écrit. Et ce serait également écrit et compté dans l'histoire du Bénin. On ne peut plus l'effacer. C'est fini. Il porte ce maillot. Il sera aussi écrit qu'à un moment donné du processus démocratique de notre pays, il a eu un passage d'un président qu'on appelle Patrice Talon, et au cours de son mandat, un journal a été fermé. Oui. C'est important pour moi de constater que l'histoire politique du Bénin évolue et que des choses qui sont réalisées aujourd'hui resteront, je dirais, dans l'éternité de l'histoire du Bénin. C'est bon, on avance, on constate, on va le compter à nos enfants, à nos petits-enfants, parce que c'est ainsi la République. C'est ainsi la République. La question que j'allais poser au coach Patrick Amand-Pouillon, vous m'amenez à vous la poser aussi, donc je devance. Lorsqu'on dit, il sera dit dans l'histoire qu'au temps de la gouvernance d'un chef d'État, il s'est posé un tel acte. Mais ce lien qu'on est parfois tenté de faire, est-ce qu'il n'est pas un peu abusif? Quel est le rapport avec celui qui est à la manette de la gouvernance, quand on sait que c'est une décision d'une structure fêtière? Non, un État, un tout. Qui a nommé le président de la HAC? Quelqu'un qui l'a nommé. Et dans le cas d'espèce, c'est encore plus intéressant. On reproche au journal qu'il a fait diffuser, c'est pas un article du journal, il a fait diffuser des propos outrageants à l'endroit du chef de l'État. Donc, c'est même pas dans un principe où on dit politique déterminée. C'est des faits spécifiquement personnels du président de la République, où la loi a donné au président de la République des possibilités, s'il se sent lésé, d'agir. Les pouvoirs ou les règles du jeu ont autorisé le président de la République, lorsqu'il se sent personnellement attaqué, d'agir. Ce n'est pas à la RAC d'agir à la place du président, puisque c'est des faits que nous retrouvons en tant qu'offense, outrage, si on peut aller dans ce sens-là. Mais la loi est claire. La loi est claire. C'est comme si nous sommes dans un système où les institutions qui devraient être
des institutions garantes d'un certain nombre de principes prennent la défense des personnes. C'est ça que l'histoire retiendra. Une confession de rôle d'une institution. Mais l'article 24 de la Constitution du 11 décembre 1990 est clair. L'article 24 dit que la liberté de presse est reconnue et garantie par l'État. Par l'État. Et cette liberté est protégée par la haute autorité de l'audiovisuel. Mais le Constitution l'a dit. On n'a pas dit autre chose que de garantir et de protéger. Et ici, la protection consiste à supprimer, à interdire des journaux. Mais c'est toute la question. Je pense que c'est des débats qui sont menés depuis toujours. Et à un moment donné, moi je pense qu'on notera cela dans l'histoire. Ça serait compté dans l'histoire. Et c'est tout. C'est Patrick Amampognon, oui, c'est la démarche du juriste. Mais vous avez emprunté presque les mêmes expressions parlant du chef. La communauté internationale regardera le Bénin sous cet angle-là. Je reviens sur la même question. Le chef de l'État, est-ce qu'il en est véritablement pour quelque chose? Lorsqu'on sait qu'au-delà de tout, l'institution est maître. Et dans la décision qui a été prise, on a observé s'il liait la rue à un décès Adam Bolitessi. Aujourd'hui, ce sont des conseillers, c'est Prince Aboudian l'a dit, il y a même des professionnels là-dedans. 6 conseillers dont, en leur âme et conscience, ont pris cette décision. Est-ce qu'il ne faut pas interroger plutôt la portée de la décision que d'y voir le chef de l'État dans une certaine responsabilité? Vous savez, le président américain est allé en Russie et a tenu des propos. Et l'ancien directeur du FBI a dit que c'est des propos imbéciles. J'ai tiqué. Et je me suis dit, j'aimerais bien voir ça dans un pays africain, que le directeur du FBI d'une institution aussi respectée, respectable, qui ne peut pas tenir des propos en l'air, dit ça, et que le lendemain, il soit libre de circuler, libre de partir, libre de faire ceci. Les États-Unis n'ont pas... On dit qu'ils ont 200 ans de démocratie, donc ils sont en avance. Mais c'est faux. La démocratie est partie de l'Afrique. La démocratie est partie de l'Afrique. Rappelez-vous comment nos royautés étaient organisées. Donc c'est pour dire que cette affaire de nous venons à peine de connaître la démocratie, qu'on prend comme excuse pour ne pas laisser les gens s'exprimer. Si quelqu'un est incorrect et que tu lui réponds, tu rentres dans la même catégorie d'incorrect que lui. C'est quoi ce détour que vous faites? C'est pour dire que si on a dit que quelqu'un a tenu des propos outrageants vis-à-vis du chef de l'État, et on a une démarche outrageante pour lui répondre, ça veut dire qu'on rentre dans la même catégorie que la personne qui a tenu les propos. Maintenant, on défend qui? Le chef de l'État. Et vous imaginez que la RAC de son propre chef défend le chef de l'État? C'est comme Maître l'a dit, si au moins la RAC était en train de protéger un individu dans le pays, on peut dire, bon, le chef de l'État n'a rien à voir avec ça. Mais la RAC est en train de défendre le chef de l'État, à qui la Constitution a donné tellement de pouvoir, qui n'a pas besoin de soutien d'aucune institution. La RAC est une institution de contre-pouvoir. Contre-pouvoir. Une institution qui doit faire en sorte d'être en face de l'État central. Mais la RAC s'est pliée du côté du chef de l'État. Sans que peut-être même le chef de l'État ne demande rien, on se met à la protéger. Nous ne sommes plus dans un État tel que prévu par la Constitution. Et qui est le garant de la Constitution du Bénin? Le président de la République. Donc vous comprenez que si le garant de la Constitution laisse la Constitution violer violemment, ça veut dire qu'en ce moment, on ne peut pas dire qu'il est blanc. À l'audience, l'intéressé a eu droit à la parole. Il s'est prononcé, le directeur de publication du quotidien en question. Et il a fini par faire son mea culpa. Est-ce que cela ne dénote pas d'une certaine responsabilité qui justifierait, in fine, la position des responsables de la RAC? Non, on sait comment ça fonctionne à la RAC. Moi, j'ai vu des décisions ridicules où on demande à une rédaction que dans leur premier journal, le premier responsable doit présenter des excuses. Le deuxième, c'était des ridicules, quoi. C'est-à-dire, c'était un ridicule, franchement, c'est-à-dire que, élevons le débat, quoi. C'est-à-dire qu'on doit commencer le journal par les excuses du DD, les excuses du rédacteur en chef. Non, non. C'est-à-dire que ne nous amusons pas avec l'institution que constitue la RAC.
On va faire quoi de ces excuses-là, tout ça là. Bon, protéger les journalistes, protéger le métier de journaliste, protéger la liberté de presse. Et moi, je détruis la liberté de presse. C'est moi, j'empêche les gens de sortir. Mais je ne comprends pas. C'est que nous sommes dans un pays où français courant là même est difficile à comprendre aujourd'hui. On dit garant de la liberté de la presse. Mais c'est la liberté de la presse qu'on garantit en suspendant un journal. Et maintenant, vous demandez au gars de demander pardon. Le gars vous demande pardon. Et vous imaginez encore, j'aurais vu, tu vas voir les images, dans quel, je connais bien M. Vezin Folie. Je sais dans quel vocabulaire subtil il va présenter les excuses, afin que tout le monde sache que c'est une mise en scène. Donc, si vous regardez bien les excuses, vous allez comprendre. C'est-à-dire, c'est ridicule. On a transformé les cris d'ego, les cris d'orgueil, les cris de ceci dans une institution. Et on dit, il faut qu'on me présente des excuses pour que, non, franchement, élevons le débat. De toutes les façons, tout passe dans la vie. Tout passe dans la vie. On était ici quand le marché a commencé. On sera ici quand le marché va s'arrêter. Tout passe. On a eu déjà plusieurs présidents de la HAC. On aura plusieurs présidents après lui. Donc tout passe. Hein, et que tout va passer. Tout va passer, mais en attendant, les faisceaux là, c'est Prince Aboudia. Est-ce qu'il ne faut pas voir au-delà des récriminations, des désapprobations, l'impact que ceci pourrait avoir? Il paraît que la décision, elle est plutôt disciplinaire. Question de dissuader quiconque voudrait demain emboucher la même trompette que la Nouvelle Tribune. Finalement, on fermera on va suspendre toutes les presses. Parce que vous savez, dans des systèmes comme ça, on trouve toujours l'insatisfaction et on avance. Donc, c'est connu déjà. Ce n'est pas nouveau ce qui se passe dans l'histoire, puisque nous allons aborder les 58 ans de l'indépendance de la presse. On verra bien comment ça a évolué. C'est connu. Moi, ce qui se passe, c'est connu. Mais ce qui me gêne, c'est que lorsque cette haute juridiction, cette haute autorité de l'audiovisuel reçoit les coups, je dirais même des humiliations, elle ne s'en rend pas compte. Vous venez d'avoir une décision de la Cour suprême sur les Béninois libérés. Vous avez vu les dispositifs de la haute juridiction, de la Cour suprême. Vous avez vu les raisons qui ont amené la Cour suprême à annuler, je dis bien annuler, une décision d'une institution constitutionnelle. Moi, je pensais qu'ils auraient dû faire un séminaire pour analyser ce dispositif qui est complètement humiliant pour la RAC. C'est complètement... Lorsque la Cour suprême indique que la RAC n'est fondée sur aucun test pour sanctionner. Ça a été dit, aucun test. Il n'y a pas de test encore. Et on prend des décisions comme ça. Donc pour moi, je me dis que les acteurs institutionnels sont dans un jeu qu'ils seuls peuvent savoir. Parce que, en dehors de la liberté de presse que nous voyons, la suspension du journal que nous voyons, mais nous voyons notre droit plus grand. Lequel? Le droit à l'information du citoyen. Le droit, moi, mon information, c'est que je veux aussi lire d'autres journaux que les siamois qu'on me propose. Je veux aussi lire d'autres qui ne sortent pas en alternance. Non, je veux lire d'autres. Pourquoi me donner que ce qu'on veut que je lise? C'est quand même un esprit qui ne prend pas en compte les droits humains, les droits de l'homme dans leur éthique. Les droits de l'homme, c'est le droit à l'information du citoyen. Et vous verrez qu'il n'y a plus de débat dans la presse. Il n'y a plus d'analyse dans la presse. Oui, vous lisez la même chose, vous lisez les mêmes titres, vous lisez... C'est pas digne de notre République. Il faut au moins permettre à d'autres qui n'ont pas la même culture que vous, qui ne tirent pas les mêmes avantages que vous, d'apprécier autrement les choses. Même à la maison, en tant que père de famille, tu as un enfant qui te dit, papa, ce n'est pas normal, alors que tout le monde applaudit. Mais c'est ça qui te permet, toi, papa, de te rendre compte qu'il y a des redressements à faire. Mais lorsqu'on veut qu'on ne dise que ce qu'on veut. On veut qu'on cadre les gens.
Mais on verra. Je pense à Boudouin évoquait là tout à l'heure la décision de la Cour autorisant Benoît Libéré à reprendre service avec à la clé un certain nombre de dispositions qui, oui, paraissaient un peu humiliantes pour la haute juridiction et ceci devrait servir d'école. Patrick Aman-Poyon, quand on voit ces faits tangibles et qu'on suit les décisions qui suivent par la suite, et dans le cas d'espèce, la décision relativement à la suspension de la nouvelle tribune, est-ce que ça autorise à croire qu'on est dans une république où on ne sait pas se birer du passé pour mieux bâtir l'avenir? Non, vous savez, il y a des fondements qui sont encore solides. Vous voyez, cette décision, par exemple, de la Cour suprême montre qu'il y a encore des fondements qui tiennent dans la République. Parce que souvent, nous prenons les erreurs d'une institution, les erreurs d'une personnalité pour dire que le pays n'est plus un état de droit. Non, je crois que la justice va se dire selon son calendrier, mais je pense que on ne tire pas effectivement leçon du passé. On ne tire pas leçon du passé. Parce que, vous voyez, d'abord, je me demande si ceux qui prennent la tête de diverses institutions font l'effort même de connaître l'histoire de cette institution. Ah bon? Comment elle a été créée et qui... Parce que vous savez, nous avons pour la première fois une cour qui ne contient aucun des constitutionnalistes qui ont écrit la Constitution du Bénin, pour la première fois. Et donc, s'ils ne vont pas à l'école de ceux qui ont écrit la Constitution du Bénin, nous allons avoir une cour où ils vont interpréter la Constitution telle que eux ils l'entendent, alors qu'au moins, nous avons avant quelqu'un qui était dans la commission qui a écrit la Constitution, qui pouvait éclairer les autres. De la même manière, vous voyez, la Hague, comme il a dit, ne fait pas de séminaire pour appeler les anciens présidents de la Hague, qui sont encore en vie et tout ça, pour venir nous leur expliquer comment ils en sont arrivés à faire ceci, quel est ce qui les a poussés. Vous voyez, ça manque souvent. Lorsque Barack Obama est devenu président, il a choisi son modèle, Abraham Lincoln. Il est venu au pouvoir en empruntant les mêmes chemins qu'Abraham Lincoln. Il avait l'histoire d'Abraham Lincoln sur son bureau, qu'il lisait souvent. Quand vous n'avez pas de modèle, vous allez vous perdre. Et je crois que nous avons cette culture en Afrique où on prend le pouvoir, on pense qu'on commence l'histoire, alors que non, l'histoire a été écrite avant nous, elle sera écrite encore après nous. Ah oui, l'histoire, elle est là, têtue. Patrick Aman-Poyon, c'est à raison, le thème du jour, c'est 58 ans d'accession à la souveraineté internationale, 28 ans de chemin de vie démocratique. La presse béninoise fait aussi son bonhomme de chemin. Avez-vous aujourd'hui l'impression que le quatrième pouvoir est dans la plénitude de ses prérogatives? Non, quand on se souvient du quatrième pouvoir... Pourquoi ce nom catégorique? Non, quand on se souvient du quatrième pouvoir sous Nicéphore Soglo, on ne peut pas se réjouir de ce que nous avons aujourd'hui. Le quatrième pouvoir, c'est pas seulement à l'État où on reproche des choses. Les journaux étaient dirigés par des messieurs. Les journaux étaient conduits par des messieurs. Aujourd'hui, vous avez très peu de journaux, très peu de presse au Bénin qui sont conduits par des messieurs. C'est-à-dire ce que j'appelle messieurs, c'est des gens qui se respectent, qui avaient la parole, qui, quand ils parlent, la population prend ça au sérieux et tout ça. Mais aujourd'hui... Quand la presse parle, la population ne prend pas ça au sérieux. Non, aujourd'hui vous êtes de la masse, hein, c'est la raison, vous invitez. Non, aujourd'hui, c'est plus ça. Bon, combien de personnes achètent des journaux aujourd'hui pour lire au Bénin? Parce qu'ils savent que tu vas apprendre que le chef de l'État a fait tout de bon et tout est parfait au Bénin. L'Assemblée nationale prend de très bonnes décisions. C'est l'État tout le temps là. Bon, nous on veut, même si c'est bonne décision, tes commentaires, tu mets ça à la fin. Nous on veut savoir d'abord les faits et après tu vas faire tes commentaires. C'est les commentaires qu'on a, on n'a pas les faits. Donc voilà de quoi il s'agit. Aujourd'hui, la presse béninoise, elle n'est pas à la hauteur de la presse que nous on a connue dans les années 90, où j'allais à l'Assemblée nationale m'asseoir à côté de ces journalistes-là, où il y avait de très grands journalistes qui sont tous devenus politiciens aujourd'hui. Je ne sais pas si le chemin du journaliste aboutit à la politique, mais ils sont tous devenus politiciens aujourd'hui et la relève n'a pas été formée, la relève n'a pas été préparée. Résultat, ce n'est pas seulement de la faute de l'État, c'est aussi le fait que n'importe qui se lève dans un coin, il est au chômage, il crée un journal. Quelqu'un se lève là-bas, il crée un journal. Vous parlez de choses que vous savez là? Oui. Vous jetez de l'opprobre sur une profession? Non. Les acteurs même le disent, les acteurs même le pensent. Donc, vous voyez, on fait une activité quelque part, à la fin, on dit, fallait signer le communiqué final. Et tout le monde va c'est 1000 francs qu'on donne aux journalistes et reporters. 1000 francs. Et des gens prennent ça. Au Bénin? Va rencontrer le Jérôme Carlos, il va te parler. Un jour, le monsieur Jérôme Carlos dit, le gars, on le voit,
à côté, et tout le monde dit non, on ne sait pas de communiquer final, on n'est pas dans cette là. Il dit maintenant que je suis là, vous êtes en train de crier que vous ne savez pas de communiquer final et tout. Non, on connaît ce qu'on dit. Et souvent, c'est quand tu mets un journaliste devant qui va donner 1000 francs à ses collègues. Il va donner 2000 à ses collègues. Parce que je ne vois pas un politicien en train de tendre 2000 francs ou 1000 francs à un journaliste. Mais quand tu mets un journaliste devant pour organiser, il ne respecte pas lui-même sa profession. Voilà. Les hommes de presse devenus bourreaux d'eux-mêmes. En tout cas, les patrons d'organes passeront sur ce plateau pour qu'on puisse comprendre un peu ce dont il est question. Mais d'abord, vous qui les côtoyez, qui en faites aussi usage, c'est Prince Abodjan. Aujourd'hui, la presse n'est-elle pas dans la plénitude de ses prérogatives? Non, le coach a commencé à indiquer une voie que nous allons suivre. C'est-à-dire, il disait que est-ce que les gens lisent l'histoire? S'ils lisaient l'histoire, ils comprendront leur rôle, leur mission. Et c'est en lisant l'histoire que le thématique que vous avez proposé, c'est-à-dire la presse depuis l'indépendance à ce jour, et la période que nous vivons, c'est en lisant l'histoire que je me suis rendu compte, en fait, que c'est l'histoire qui se répète. Ah bon? Bien sûr. Expliquez à nos téléspectateurs. Parce que, voyez, à l'origine, au temps de la colonisation, la colonie française qui nous a colonisés, ils ont décidé de nous permettre d'aller à la presse, donc d'ouvrir un journal. Vous savez ce qu'ils ont dit? Non. Ils ont dit dans la loi qui permettait d'ouvrir ce journal, de dire que c'est un journal qui serait lancé que par les citoyens français. Citoyens français. C'était en 1905, ça. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé ce qu'ils ont appelé l'écho du Dahomey, qui ne pourrait être lancé, donc la presse ne pourrait être lancée que par les Français. Donc la visibilité que les gens ont toujours eu de la presse, c'est d'avoir la presse à soi. C'est normal, c'est l'histoire, ça. Donc, d'avoir la presse à soi. Mais les Dahoméens de ce temps, ils ne se sont pas comportés comme nous on se comporte aujourd'hui, dans cette période. Ils se sont dit, mais non, mais nous sommes chez nous. Comment on va créer un journal en disant que ce sont les Français seuls qui vont le faire? L'écho du Dahomey, dans l'histoire, en 1905, c'était ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils se sont dit, mais nous avons des compatriotes qui sont allés lutter pour la Première Guerre mondiale et qui ont eu le statut de Français. C'est eux qui vont faire le journal, parce qu'on dit que c'est le citoyen. Donc, une certaine manière de contourner la loi que vous mettez en place. Et c'est comme ça que nous avons commencé à avoir des presses dirigées par les autochtones eux-mêmes, se basant toujours sur le principe que le français a donné pour donner les journaux. Et ces journaux-là, si vous voyez dans l'histoire politique du Bénin, c'était des journaux qui ont lancé que l'indépendance de la nation, parce qu'ils ont compris que la meilleure manière de s'en sortir, c'est de lutter pour l'indépendance. C'est ça la première période. Donc, dans la première période de l'histoire de notre pays, il y avait déjà cette volonté de s'accaparer de la presse. Et une manière pour d'autres aussi de contourner la manière d'accaparer la presse. Deuxième étape, l'étape révolutionnaire. L'étape révolutionnaire a été consacrée par deux censures. Il y a ce qu'ils ont appelé la censure estienne, qui était manifestée par deux arrêtés. Arrêté, le premier en 1975, qui dit que la publication de tout écrit politique, surtout sur la révolution du peuple, est subordonnée à une autorisation du ministre de l'Information. Vous avez appris ça comme histoire? Oui. Bien sûr, parce qu'eux aussi se sont dit, alors qu'ils ont lutté déjà au départ pour qu'il y ait une presse libre, lorsque même ils sont venus, la première possibilité que les révolutionnaires ont eue, c'est de dire contrôle, organe, censure externe, nous voulons lire tout ça. Ils sont allés loin, deuxième arrêté, ils sont allés loin jusqu'à dire que tout journaliste de la presse d'État ne peuvent que parler pour le succès de la révolution. Deux arrêtés qui montraient que vous ne pouvez que dire ce que le pouvoir veut. Aujourd'hui, nous avons des formes de contrat, nous avons des formes de cadrage des journaux. C'est loin de la révolution, c'est loin du PAPB.
lorsqu'on se targue de dire que nous sommes dans un État démocratique et qu'on insulte le PAPB, lorsqu'aujourd'hui on remplace les arrêtés du ministère de l'Information de ce temps-là par rapport au cadrage que nous avons aujourd'hui dans la presse, par rapport au contrat que les gens ont dans la presse, est-ce que nous sommes loin de ce que les PAPB faisaient? On n'est pas loin, à mon avis. Et donc, la troisième étape a été de dire, aujourd'hui, les censures que moi j'appelle internes. Et c'est ça qui est dangereux. Les censures que nous observons aujourd'hui, c'est beaucoup plus des censures internes. Le directeur de l'organe, parce qu'il a des intérêts avec un pouvoir, parce qu'il a des intérêts avec un camp, que ce soit de l'opposition ou que ce soit de la majorité, ce directeur d'organe, parce qu'il a ses intérêts, parce qu'il a des contrats, se refuse de critiquer ou d'analyser ou de dire l'information. Et donc, aujourd'hui, c'est encore plus grave, c'est encore plus subtil. Parce que ton indépendance est altérée par tes intérêts que tu as par rapport aux positions. Que ce soit dans la majorité, que ce soit dans l'opposition. Vous voyez aujourd'hui les journaux qui se positionnent. Et on va même dire que oui, même en France, on a des journaux de parti. Mais ce n'est pas le journal du parti ne veut pas dire qu'il faut altérer son indépendance, qu'il faut mettre son indépendance sous boisseau. Et le seul, et moi je le dis officiellement, le seul qui permet à tout le monde de parler au Bénin aujourd'hui, le seul qui prend chez tout le monde et qui affiche ses positions, quel que soit le sujet, c'est Nouvelle Tribune. C'est clair, net dans ma tête, on ne peut pas me l'enlever. Vous faites une enquête chez même les personnes qui sont des regardants de la presse béninoise, ils vous diront, c'est pour ça, observez bien, vous avez vu un diplomate extérieur, lorsqu'on a pris une décision sur la Nouvelle Tribune, s'est dépêché pour aller voir le président de la HAC. C'est un signe. Ça voudrait dire que le débat n'est même plus à notre niveau. Il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, le journal qui se tentait de faire l'effort de lancer le débat sur la place publique, donc qui prend chez tout le monde, même si on a tendance à penser qu'il est critique par rapport à ce qui se fait. Regardez l'histoire politique du journal La Nouvelle Tribune, vous verrez que sa position était comme ça, figée tout le temps. Parce qu'à un moment donné, il se dit, à lire un peu comment ça se passe, qu'il a les rares opinions contraires. Et ces opinions contraires, on décide de les faire taire. Et c'est ça qui pose problème. Donc, dans l'histoire politique, il faut dire que l'homme politique a toujours tendance à pouvoir prendre la presse. Et c'est ça qui a été la réponse que la conférence nationale a donnée. Et c'est ça la tristesse de l'affaire. À la conférence nationale, les conférenciers se sont rendus compte que ce pouvoir est un pouvoir que tout le monde cherche à avoir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut imaginer une institution qui pourra sauver les gens de ça. Et donc, protéger cette liberté de presse. C'est comme ça que la HAC est née et c'était exclusive, c'était une imagination des Béninois pour trouver la possibilité. Et c'est justement par consensus, dans ce cadre-là, qu'ils ont dit, mais on ne va pas tout prendre au pouvoir public, on va au moins lui permettre de nommer le président. Aujourd'hui, on en est là. Quel est l'esprit qui fonde la HAC aujourd'hui? Est-ce que c'est l'esprit de protection du droit ou de suppression du droit? Patrick Amampognon, assez d'interrogations, mais du chemin, vous l'avez exigé, savoir se mirer, pour savoir là où on est et pouvoir se projeter dans l'avenir. Est-ce qu'on est en train de faire plus que du surplace au regard du tableau peint à croix, qu'on s'est inspiré du passé, mais pour trahir le passé? Oui, on n'est pas en train de faire du surplace, on est en train de reculer. On est en train de reculer. Je vous rappelle de la HAC sous... comment il s'appelle, l'ancien ministre des Affaires étrangères. L'ancien ministre des Affaires étrangères, bon, bref, qui était président de la HAC, je me rappelle, au fait, on pouvait faire ces choses-là, mais avec élégance, avec classe, pas aussi brouillon, pas aussi brutal, pas aussi
visible, lisible et tout ça. Donc je crois que on ne fait pas du surplace, on recule. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que vous voyez, aujourd'hui, la HAC n'est plus ce que la Conférence nationale a voulu. La HAC n'est plus ce que la Constitution a voulu. La HAC est devenue le ministère de l'Information sous le PRPP, qui était chargé de réprimer la presse. Donc la HAC n'est plus une institution pour garantir les libertés de presse, elle est devenue une institution pour réprimer les libertés de presse. Ça s'est passé sous Yahi Boni. Ça s'est passé sous Yahi Boni, avec les bagarres avec le golf, les bagarres avec ceci, les bagarres avec cela, ça continue. Et c'est pas lié à Patrice Talon, c'est la gouvernance actuelle de la RAC qui est comme ça, qui est une gouvernance il faut protéger les intérêts du chef de l'État. Et je crois que c'est dommage que nous soyons arrivés là. C'est un pilier essentiel de la Conférence nationale qui est tombé. C'est qu'en 8 ans après l'indépendance, nous sommes encore à cette loi de Français qui voudraient protéger les intérêts. Nous sommes encore là. Un pilier qui est tombé, avez-vous dit, oui, Patrice Talon l'a senti en difficulté pendant qu'il était en pleine campagne. Il a, devant l'Éternel, juré, comme on dit, la main sur le cœur, travaillé afin d'avoir une presse plutôt en difficulté que sous boisseau. Pensez-vous que les réalités du pouvoir handicapent désormais l'homme de pouvoir donner à cette presse toute sa liberté et même son esprit critique qu'il affectionnait si tant? Ah oui, au fait, il faut dire que le président Patrice Talon a promis beaucoup de choses subtiles pendant la campagne, mais c'est des choses qui ont été formulées de manière à ce que vous ne pouvez pas le prendre au piège aujourd'hui. Mais aucun régime au monde ne veut une presse indépendante. Vous voyez en France, le président français s'est attaqué à la presse. Vous avez publié des torchons, vous avez publié des désordres, vous avez publié ceci, tout ça. Bon, et il ne dit pas ce qui est torchon et ce qui est propre. Donc il va noyer ce qui est propre dans ce qui est torchon. Donc bref, partout dans le monde, il y a cette volonté d'accaparement. Mais comme M. Prince Abuja l'a dit, il est important que nous comprenions que le constitutionnaliste, la Conférence nationale a dit, si nous donnons à eux-mêmes le droit, le pouvoir de se protéger. C'est-à-dire que l'État central a un gros pouvoir sur la presse. Mais nous allons créer un contre-pouvoir pour faire en sorte que l'État central ne puisse pas faire ce qu'il veut de la presse. Mais nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, cet organe qui était chargé d'être en face de l'État central pour dire non, on ne peut pas faire ça, non, on ne peut pas faire ça, cet organe est devenu l'outil de l'organe central. C'est même pas l'organe central qui a demandé. On s'est mis à sa disposition. On s'est mis à son service. Et je crois que c'est dommage que nous ayons aujourd'hui une RAC qui devient ministère de l'Information sous le PRPP. C'est je ça, Boudjan. Les paradigmes ont changé, mais en mal, vraisemblablement. Et comment faire alors pour l'aider à renaître? Patrick Amand-Pognon voyait plutôt aussi la poudre dans les yeux des professionnels des médias. À ce niveau-là, est-ce que l'espoir est vraiment perdu? La grande difficulté que j'ai observée dans les difficultés de la presse aujourd'hui et qui s'est accentuée, c'est l'inexistence, je dis bien l'inexistence complète d'un véritable esprit de corps parmi les journalistes. Il n'y a plus du tout d'esprit de corps. Alors, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui les réunit? Mais moi, je ne sais plus. Parce que dans une société, il reste toujours quelque chose pour les corporations, c'est l'esprit du corps. Si une corporation paie l'esprit du corps, mais vous avez la porte ouverte et nous n'avons plus l'esprit du corps. Puisque aujourd'hui, vous êtes fondé à le dire? Je le dis et je le répète. Par rapport à cette décision, moi, il y a eu des communiqués. J'ai été très critique contre eux. L'esprit du corps a manqué complètement dans ce corps-là. Si on ne peut pas se dire la vérité, mais c'est plus la peine de se parler. Où se trouve l'esprit du corps lorsque, dans une république sérieuse, une radio est brouillée depuis des mois, des mois. Radio est brouillée, radio animée par des journalistes. Vous avez entendu une action concrète, une interpellation du corps sur le sujet. Ailleurs, tout le corps allait se réunir pour dire un message clair sur cette affaire-là. Nous, citoyens, nous sommes allés vers les juridictions qui nous ont dit que, la RAC a tout fait et c'est ce qu'elle pouvait faire et elle n'a pas pu le faire autrement. Donc,
lorsque quelqu'un prend en otage les fréquences de l'ORTB, que notre État soit dans l'incapacité de pouvoir arrêter cela et qu'une juridiction confirme cela. C'est l'histoire qui note cela. Moi, j'ai fait mon recours en espérant que ça soit noté dans l'histoire de notre pays qu'à un moment donné, quelqu'un qu'on appelle pirate, c'est négatif, un pirate, a pris d'assaut une fréquence formelle de l'État et que l'État, dans sa globalité, dans la juridiction, on soit incapable de le prendre et que ce monsieur s'est imposé à notre État devant le corps des journalistes, devant le corps des patrons de presse. C'est cela la vie. C'est cela la réalité de ce que j'appelle l'inexistence d'un véritable esprit de corps. Et dans le cas d'espèce, les journalistes ont parlé, ils ont vu la hack, ils ont dit, certains même m'ont rassuré, puisque je les chahutais, que non, que ça va s'arrêter. Je veux bien qu'ils me regardent pour me demander, pour lui dire, mais heureusement que l'état de droit, c'est encore en fonction, puisque si ce n'est qu'une affaire de temps, si ce n'est pas une affaire de temps, un référé administratif de sursis de cette décision sera rapidement pris par la Cour suprême dès lors que nous nous référons à sa décision sur Bénin libéré. C'est l'une des décisions qui sont rassurantes. C'est l'une des décisions où on va à un procès, on sait qu'on va gagner. Puisque les éléments n'ont pas changé. Un référé de Nouvelle Tribune vers la Cour suprême pour demander le sursis de cette décision. Si on se réfère à la jurisprudence béninois libéré, on va encore une fois donner un coup d'humiliation à la RAC. On n'aurait rien fait. On pouvait éviter cela. J'ajouterai que la conférence nationale est très bien précise dans ce qu'elle voulait en disant que c'est l'État qui garantit la liberté de presse et que la RAC protège la liberté de presse. Article 24. Mais si vous lisez le tout premier article de la loi organique de la RAC, vous savez ce qu'on a mis? Non. Le premier article dit que la communication audiovisuelle est libre. Que toute personne a droit à l'information. Lorsqu'on parle de liberté de presse, on ne parle pas que du journaliste. On parle du citoyen qui a droit à l'information. C'était le premier article de la loi. Oui, les tests sont là et demandent à être respectés. Les citoyens qui ont droit aussi à l'information observent peut-être perdus ou peut-être impuissants. Là-dessus, l'espoir doit être permis, mais que faire? Quel levier actionner désormais pour espérer un rebond? La presse et la justice. La justice. Quand l'autorité refuse de suivre le bon sens, la justice. Et la justice ne s'arrête pas au Bénin. La justice béninoise, la justice internationale, toute la justice doit être mise en branle pour encore une fois foutre la merde, foutre l'humiliation à la HAC parce qu'elle va être encore déboutée. Elle a été déboutée dans plein de dossiers. Il y a même des amendes qui ont été foutues à la HAC pour dédommager des gens. Je crois que nous aurions eu... En tout cas, je ne sais pas si Adam Bonitessi, quand il va partir, va se regarder dans un miroir et être fier de ce qu'il a fait à la tête de cette institution. Patrick Mampouillon, le temps, en une partie, est pratiquement à sa fin. Pour le quatrième pouvoir, quel est et reste votre rêve pour l'avenir? Que l'esprit de corps soit de retour. Parce qu'il ne peut pas être un pouvoir quand elle est divisée. La presse, pour être forte, la presse n'a pas besoin du chef de l'État. La presse peut combattre les autorités, peut combattre toutes les autorités écaillées. C'est un pouvoir. Mais pour ça, il faut que les journalistes soient ensemble. Parce que s'ils sont divisés, ils sont vulnérables. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Serge Prince Aboudian. Je dis que le chemin sera long à parcourir en ce qui concerne la presse indépendante. Parce que si déjà l'organe de protection n'est pas dans son rôle, le chemin sera encore plus long. Mais long ne veut pas dire qu'on n'ira pas au bout. Puisqu'il y a des juridictions qui sont promis, qui sont en place pour renforcer. Tant que ces juridictions seront là,
on pourrait espérer quelque chose pour une presse professionnelle indépendante. Mais je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs, de tous ceux qui nous suivent, que c'est une corporation qui a connu 2 états généraux, 2. On en a eu en 2004, on en a eu en 2014. Donc, les problèmes ont été posés. Les problèmes ont été posés. C'est vrai que les journalistes ont des problèmes économiques, des problèmes de gestion, tout ça. Mais cela ne va pas amener quelqu'un qui a des problèmes de se saborder à sa propre indépendance. C'est pour ça que j'ai toujours dit que l'indépendance, c'est une affaire d'homme avant d'être une affaire institutionnelle. Merci, Serge Prince Goudon. Merci à vous, Patrick Caman-Pognon, chers téléspectateurs 100% Bénin pour le plateau du jour. On va s'en arrêter là. L'espoir est toujours permis au-delà de tout. Et sachez aussi tenir bon quoi qu'il arrive. Cette citation du député français fondateur du mouvement Emmaüs, Henri Gouès, communément connu sous le nom d'Abbé Pierre. Je le cite et je vous tourne le dos, merci, même si, dit-il, même si vous êtes seul et que personne ne vous suit, défendez toujours ce qui, pour vous, paraît juste, car demain vous donnera raison. Difficile à faire, mais expérimentez-le, on n'est jamais déçu. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.